Alors je poursuis l'observation du droit de l'Union européenne après avoir vu le contenu de ce droit, et de voir un peu comment il s'impose aux États membres, quelles sont les relations qu'il y a entre le droit de l'Union et le droit des États membres. Alors, là encore, c'est les jurisprudences de la Cour de justice qui ont posé les règles il y a bien longtemps, et en l'occurrence l'arrêt Wangen and Loos de 1963. Cet arrêt a indiqué qu'au fond, le droit de la communauté, à l'époque c'était le droit de la communauté européenne, est un nouvel ordre juridique qui s'impose à l'ordre juridique des États membres. Et c'est dans cette jurisprudence ancienne de 1963 qu'a été posé le principe de la primauté du droit communautaire à l'époque sur le droit des États membres. C'est un principe jurisprudentiel tout à fait essentiel. Au fond, la Cour de justice a considéré qu'il ne pouvait y avoir de droit communautaire que si ce droit communautaire était effectivement respecté par les États membres. Sinon, si chaque État membre fait ce qu'il veut, alors le droit communautaire disparaît. Alors, on en a déduit de cette jurisprudence de 1963 deux éléments essentiels que je vais examiner tour à tour, qui sont d'une part la primauté du droit de l'Union sur le droit des États membres, et d'autre part ce qu'on appelle l'effet direct du droit de l'Union sur le droit des États membres. C'est à partir de cette jurisprudence de 1963 qu'ont été posés ces principes, qui bien sûr ont été ensuite confirmés par les jurisprudences suivantes, par la Cour de justice, et d'une certaine manière confirmés à chaque étape de la construction européenne, jusqu'au traité de Lisbonne, qui va dans ce sens-là aussi, en s'appuyant sur cette jurisprudence de 1963. Alors, il y a d'abord ce principe de primauté. Ce principe de primauté, il y a au fond l'idée que ce droit de l'Union européenne doit primer le droit des États membres, parce que ce droit étant un instrument de l'intégration européenne, ce n'est parce qu'il est justement supérieur au droit des États membres que l'intégration va pouvoir se réaliser. S'il ne l'était pas, il n'y aurait pas d'intégration. Mais la conséquence veut dire que chaque fois qu'il y a une sorte de contradiction entre le droit de l'Union et le droit des États membres, la Cour de justice de l'Union européenne dit qu'il faut faire primer le droit de l'Union sur le droit des États membres. C'est dans une jurisprudence Simmental 1978 que la Cour de justice a confirmé ce principe essentiel de la primauté. Alors, ce n'est pas forcément si facile que cela, parce que lorsqu'on regarde l'ordre juridique des États membres, on y retrouve la Constitution, on y retrouve la loi, on y retrouve les décrets. Si l'on prend l'ordre juridique français, Constitution, loi, décret. Donc une hiérarchie des normes nationales. Et la première question qui se pose est de savoir si le droit de l'Union va s'imposer à la Constitution des États membres, être supérieur à la Constitution des États membres. C'est une question difficile, délicate, parce qu'on a affaire à un ordre juridique national, d'un côté, ordre juridique national qui est en quelque sorte supervisé par la Constitution, qui est le texte essentiel. Et dans un pays, tout découle de sa Constitution nationale. Et de l'autre côté, on a une organisation internationale d'un genre particulier, reposant sur des traités et non pas sur une Constitution, qui vient s'imposer à l'ordre juridique national. Alors, c'est vrai que, de manière parfois paradoxale, la primauté du droit de l'Union prime aussi la Constitution des États membres. Ce qui est quelque chose de très difficile, parfois accepté par les États, de considérer que leur propre Constitution est soumise au droit de l'Union européenne. Mais en même temps, les États ne peuvent pas être en contradiction avec eux-mêmes. Parce que les États sont à l'origine de la construction de l'Union européenne, c'est eux qui ont créé cette structure. C'est donc eux qui ont créé cette primauté du droit de l'Union sur le droit des États membres. Ils ne peuvent pas, d'un côté, en créant cet objet qu'on appelle parfois juridique non identifié, qu'est l'Union européenne, le créer avec une force, avec un poids de son droit, et de l'autre côté dire « Ah oui, mais notre Constitution ne nous permet pas ». Et qu'est-ce que l'on constate sur ce point? C'est que pour continuer à travailler dans l'Union européenne,
les États membres ont très souvent révisé leur constitution pour rendre leur constitution compatible avec le droit des États membres. Et si l'on prend l'exemple français, la constitution française, depuis 1992, a été plusieurs fois modifiée pour permettre la participation de la France à l'Union européenne et qui, par conséquent, de ce point de vue-là, constitutionnalise, si l'on peut dire, le droit de l'Union européenne pour le rendre compatible. Alors il est vrai que c'est bien une primauté sur le droit constitutionnel des États membres, pas forcément sur la totalité du droit constitutionnel des États membres, puisqu'on a affaire d'un côté à une organisation internationale, de l'autre côté à des démocraties constitutionnelles. Si l'on touchait au cœur de la démocratie des États, alors il y aurait une contradiction forte, et c'est ce que nous dit par exemple le tribunal constitutionnel allemand, et qui considère que si l'on touchait à la démocratie allemande, alors il n'y aurait pas de compatibilité entre le droit de l'Union et le droit constitutionnel allemand. C'est à peu près la logique française aussi, mais ce sont des hypothèses extrêmement rares, extrêmement fines, qui montrent qu'en réalité, dans la pratique, le droit de l'Union s'impose à l'ordre constitutionnel des États. C'est moins difficile par rapport à la loi. La loi est elle-même soumise à la Constitution. Et si la référence à l'Union européenne est dans la Constitution, alors il y a là une compatibilité sans difficulté. Bien sûr, le droit de l'Union prime sur la loi des États membres. S'il y avait contradiction, la loi doit s'adapter, doit être modifiée, et les États ne peuvent pas adopter des lois contraires au droit de l'Union. Ils doivent trouver en quelque sorte la compatibilité entre ces droits. Pour le décret, les choses sont simples aussi. Les décrets nationaux sont soumis au droit de l'Union. Et cette soumission se traduit relativement facilement lors de la transposition du droit de l'Union en droit interne, la transposition des directives en droit interne. Donc cette primauté riche, complexe, cette primauté s'applique dans les faits. Le deuxième principe, qui est plus technique, plus sophistiqué, qui est le principe de l'effet direct. Principe de l'effet direct. Le droit de l'Union, très souvent, il est dit qu'il est d'effet direct. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de manière technique que son application peut être revendiquée par des citoyens qui vivent sur le territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire, ceux qui vivent sur le territoire de l'Union peuvent dire « je veux qu'on m'applique le droit de l'Union parce qu'il m'est directement applicable et j'ai la possibilité en quelque sorte de le revendiquer, y compris contre mon propre État, parce qu'il est d'effet direct. » Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais pour donner les éléments essentiels, il y a un effet direct lorsque les dispositions sont claires et précises, lorsque les dispositions sont complètes et juridiquement parfaites, lorsque les dispositions sont inconditionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont fabriquées de telle manière qu'elles puissent avoir un effet direct, elles sont effectivement d'effet direct pour les citoyens. Et il y a un effet direct des traités. Alors, sans rentrer là dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre des exemples très concrets. Le droit de l'Union prévoit l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Un homme et une femme doivent avoir la même rémunération pour le même travail, pas de discrimination. C'est une disposition du traité de l'Union européenne. Eh bien, si une femme constate dans une entreprise qu'elle est payée différemment qu'un homme, elle peut revendiquer cette non-discrimination en s'appuyant simplement sur le traité de l'Union européenne. Pas sur les normes nationales, mais sur le traité de l'Union européenne, parce que c'est une disposition qui est d'effet direct. On peut retrouver cela aussi dans les règles de la concurrence, par exemple, avec, au fond, les accords entre entreprises qui seraient contraires au droit de la concurrence. Si une entreprise pâtit d'accords d'autres entreprises en vertu, disons, de la gêne qui est opposée au droit de la concurrence, eh bien, là encore, c'est d'effet direct. Il y a d'autres dispositions des traités qui ne sont pas forcément d'effet direct, parce qu'il y a, en quelque sorte, une intervention des institutions européennes, donc il n'y a pas d'effet direct. Le règlement que j'ai évoqué dans une autre session, le règlement est d'effet direct,
il est directement applicable pour des personnes qui peuvent le revendiquer. La directive, c'est un peu plus délicat, puisque la directive suppose une transposition en droit interne, et c'est la transposition qui jouera un rôle important, même si dans la pratique de jurisprudence, il y a des effets différents. Donc la question au fond des principes du droit de l'Union européenne, c'est la primauté d'un côté, l'effet direct de l'autre, ce qui suppose que les États membres adaptent leur droit national au droit de l'Union européenne. Merci.